Après l'effondrement du Troisième Reich et la capture ultérieure de nombreux de ses dignitaires, une grande question est née quant au sort de leurs biens personnels. Après les procès de Nuremberg et les exécutions de plusieurs hauts responsables nazis, les corps furent incinérés en secret afin d'éviter la création de lieux de culte et leurs effets personnels furent confisqués par les Alliés. Certaines de ces pièces furent transférées à des musées ou des archives historiques, mais beaucoup d'autres finirent, avec le temps, sur le marché noir ou aux enchères, où des objets au passé sinistre attirèrent des collectionneurs prêts à payer des sommes exorbitantes. Parmi les articles les plus frappants qui ont refait surface figurent les luxueux bâtons de maréchal de Hermann Göring, symbole de sa mégalomanie, vendus lors de ventes aux enchères privées pour des sommes colossales. On a également documenté l'existence de la bague personnelle SS de Heinrich Himmler, une pièce exclusive remise à des membres triés sur le volet et retrouvée après son suicide. Diverses voitures de luxe utilisées par des dirigeants nazis, comme des Mercedes-Benz blindées, ont été restaurées et vendues aux enchères par des collectionneurs en Europe et aux États-Unis. Récupération historique, que s'est-il passé avec les objets des exécutés à Nuremberg ? Après la Seconde Guerre mondiale, un processus a débuté en Europe pour juger et condamner les principaux dirigeants du nazisme et leurs collaborateurs. Plusieurs pays organisèrent leurs propres procès, mais les principaux responsables du Troisième Reich furent traduits en justice dans la ville allemande de Nuremberg et 12 d'entre eux furent condamnés à la pendaison. Adolf Hitler, Joseph Goebbels et Heinrich Himmler étaient déjà morts dans les derniers jours du conflit, si bien que les projecteurs de la presse internationale se sont tournés vers Hermann Göring, commandant suprême de la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air allemande, président du Reichstag et successeur officiel d'Hitler jusqu'à quelques jours avant la mort du Führer. Göring fut arrêté par les troupes américaines le 6 mai 1945 et devint le personnage le plus recherché durant les procès de Nuremberg. Le tribunal, constitué en octobre de cette année-là par des représentants des puissances alliées, avait pour objectif de juger l'implication d'une longue liste de personnalités du Troisième Reich dans les crimes commis durant la guerre. Pendant un an, des dizaines d'accusés et de témoins sont passés par la salle d'audience de Nuremberg, dont 24 officiers nazis de haut rang accusés de 4 chefs d'accusation, complot pour commettre des crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sur ces 24 chefs du régime, une douzaine furent condamnés à mort. Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart et Bormann. Ce dernier, secrétaire d'Hitler et chef du parti, fut jugé par contumace, car il était porté disparu et l'on apprit par la suite qu'il était mort en tentant de fuir Berlin. 2 semaines s'écoulèrent entre l'annonce de la sentence et les exécutions. Tous firent appel pour obtenir la révision de la peine de mort ou, si la condamnation était maintenue, être exécuté par peloton d'exécution, la pendaison étant considérée comme une mort déshonorante. Le 11 octobre, le tribunal rejeta les recours et confirma les sentences. Le lendemain, les condamnés purent voir une dernière fois leur famille et les exécutions furent programmées à l'aube du 16 octobre. Quelques heures avant de monter à l'échafaud, Hermann Göring mourut dans sa cellule. Bien que cela n'ait jamais été prouvé, il est fort probable que le poison lui ait été remis par un Américain. En 2005, un ancien soldat américain avoua qu'une femme lui avait remis un stylo contenant un médicament à l'intérieur afin qu'il le donne à Göring. Alors que Göring reposait dans la morgue de la prison, les 10 autres condamnés à mort furent pendus les uns après les autres en 1h34 dans le gymnase de la prison. À 1h11, Ribbentrop entra dans le gymnase et fut le premier à être pendu. Tous furent autorisés à prononcer des dernières paroles, et le plus souvent, celles-ci contenaient des références patriotiques, comme ce fut le cas du ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop, qui déclara fermement « Que Dieu protège l'Allemagne », puis « Mon dernier souhait est que l'unité allemande demeure, qu'une entente soit trouvée entre l'Est et l'Ouest, et que la paix règne dans le monde. » D'autres continuèrent de proférer leurs slogans antisémites jusqu'à la toute dernière minute. Selon la loi allemande, les corps devaient être remis aux familles dans les 24 heures suivant l'exécution. Mais les Alliés craignaient que les restes ou les lieux d'inhumation de personnages comme Göring ne deviennent
Des lieux de culte nazis. Cette inquiétude conduisit au rejet de l'idée de restituer les corps aux familles, et ils décidèrent d'incinérer les cadavres et de les jeter dans la rivière Isar. D'autres options avaient été envisagées, comme les transporter en bateau jusqu'à la mer du Nord et les jeter quelque part dans l'Atlantique, ou les enterrer dans la prison même, avec le risque que celle-ci ne devienne un lieu de pèlerinage. Dans la majorité des cas, leurs vêtements et uniformes furent également incinérés, tandis que les insignes ou bijoux en or, argent ou pierres précieuses furent conservés pour réutiliser les matériaux. D'autres décorations hautement symboliques, comme les croix de fer, souvent obtenues par des actes criminels, furent supposément détruites et éliminées, afin d'effacer toute trace de la symbolique nazie de la surface de la Terre. Cependant, certaines versions contestent cela. Pour commencer, durant leur incarcération, certains criminels nazis remirent certains biens tels que des décorations, des objets en argent et en or et des médailles, en guise de chantage pour tenter d'obtenir des privilèges de la part des gardiens américains. Par ailleurs, il n'a jamais été établi que tous les objets précieux saisis par les Alliés aient été détruits, comme en témoignent les bâtons de commandement de Göring et d'autres généraux nazis, ou les épées, poignards et bagues cérémonielles que Himmler offrait aux officiers SS distingués. Dans de nombreux cas, certains de ces éléments se retrouvèrent dans des musées donnés par les geôliers des criminels de guerre nazis ou par des collectionneurs privés qui les achetèrent légalement. Mais il existe aussi un vaste marché noir des objets de mémoire nazis, où des pièces comme les croix de fer, les bagues de crâne SS, les poignards cérémoniels ou simplement des uniformes ayant appartenu à des nazis reconnus s'achètent et se vendent pour des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Comme on peut s'y attendre, la plupart de ces collectionneurs disposent des fonds nécessaires pour garantir leur anonymat, bien qu'ils soient souvent poursuivis par des organisations dédiées à l'éradication de la symbolique fasciste et nazie, ces objets étant considérés comme des fétiches, promouvant la haine et l'antisémitisme. Il existe néanmoins des dénonciations et témoignages situant des objets personnels des condamnés de Nuremberg dans des collections privées, utilisés dans des rituels au sein de loges, dans la franc-maçonnerie ou dans des sociétés secrètes telles que Skull and Bones aux États-Unis. Le mandat du mal, l'impressionnant bâton de maréchal de Göring, qui a coûté des centaines de milliers de dollars. L'un des objets les plus précieux du nazisme, non seulement pour sa grande valeur économique, mais aussi pour sa puissance symbolique, était le bâton de maréchal de Hermann Göring, chef de l'armée de l'air allemande et l'un des plus hauts dignitaires nazis. Le bâton ou bâton de commandement trouve son origine dans la verge que recevaient les consuls de Rome et qui représentait le commandement suprême sur chacune des verges du faisceau des tribus romaines constituant le peuple romain. Avec le temps, celles-ci furent étendues aux légats romains ayant autorité civile et militaire dans les provinces de l'Empire. Il existe également des traces antérieures, datant de l'époque de la Grèce classique. Cela est documenté, par exemple, pour l'armée de Sparte, dont Plutarque rapporte que le général Gylippe, lors du siège de Syracuse en 414 avant notre ère, JC prit le commandement simplement en recevant son bâton de commandement et son manteau de général. Mais au début du XXe siècle, les bâtons et verges de commandement redevinrent un symbole pour les mouvements politiques liés au fascisme. En effet, le terme fascisme provient des fasces, des bâtons ou verges inoffensifs utilisés par les gardes du corps des dignitaires romains pour indiquer le rang élevé de leurs protégés. On leur ajouta ensuite une petite hache à la pointe, mais ils ne furent jamais utilisés comme armes, tout au plus pour frapper les gens du peuple afin qu'ils fassent place aux nobles. Mussolini reprit le symbole des fasces pour créer le fascisme et Hitler imita son modèle. C'est pourquoi, après 1935, la Wehrmacht allemande et le Reich recommencèrent à remettre des bâtons de maréchal à leurs généraux les plus importants. La majorité de ces bâtons fut confisquée par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, ils sont exposés dans des musées aux États-Unis, tandis que d'autres furent démontés et vendus pour leurs matériaux précieux comme l'or, l'argent et les pierres précieuses. Dans le cas des moins connus, ils ont circulé pendant des décennies sur le marché noir de la mémoire nazie et sont généralement des objets très convoités par les collectionneurs d'artefacts historiques. Le premier bâton remis par Hitler fut celui du maréchal Werner von Blomberg. Le manche de ce bâton était recouvert de velours bleu clair.
Il se trouve actuellement au Musée national d'histoire américaine à Washington, D.C. Ensuite, Hitler remit le premier bâton de l'armée de l'air à Hermann Göring, après sa promotion au rang de maréchal. Bien que son design fût similaire à celui du bâton de Blomberg, avec une tige en velours bleu clair, il incorporait les symboles de la croix de balcon de l'armée de l'air. De plus, les extrémités étaient incrustées de nombreux petits diamants. Il est actuellement conservé au Musée national de l'infanterie de Fort Moore, en Géorgie. Le bâton suivant fut celui du grand amiral Erich Raeder. Le manche de ce bâton était recouvert de velours bleu foncé. Il se distinguait des autres bâtons par un motif de maillons de chêne cousus sur les croix, les aigles et les ancres. À la fin de la guerre, on raconte que le bâton fut démonté et vendu en pièces détachées, car ces matériaux avaient une valeur très élevée. À l'été 1940, 9 bâtons militaires furent remis à des maréchaux nouvellement promus. Les manches des bâtons étaient recouverts de velours rouge et ne différaient que par les inscriptions d'identification aux extrémités. Par la suite, 8 autres bâtons de ce type furent remis à d'autres maréchaux après leur promotion. Le premier groupe fut fabriqué pour un coût équivalent aujourd'hui à environ 40 000 € chacun. La plupart de ces bâtons se trouvent actuellement dans des musées ou des collections privées. À l'été 1940, 3 bâtons de l'armée de l'air furent remis. Ils étaient recouverts de velours bleu et portaient le dessin de la croix de balcon, ne différant que par les inscriptions individuelles aux extrémités. Un autre bâton de ce style fut remis en 1943. Les bâtons de l'armée de l'air de 1940 étaient légèrement plus chers à produire que ceux de l'armée de terre de la même année. Le seul autre bâton de commandement naval fut remis au grand amiral Karl Dönitz. Il avait une tige en velours bleu et incorporait le symbole d'un sous-marin à l'une de ses extrémités. Il se trouve actuellement au musée du régiment de Shropshire à Shrewsbury, au Royaume-Uni, et fut donné par le général de division J.B. Churcher, qui captura Dönitz à la fin de la guerre et prit le bâton de commandement. Mais parmi tous ces bâtons remis par Hitler, un se distinguait. Il s'agissait du seul bâton de Reichsmarschall qui fut offert à Hermann Göring lorsqu'il reçut le titre de seul maréchal du Reich, le grade le plus élevé des forces militaires, lors d'une cérémonie de promotion qui se déroula à l'Opéra Kroll de Berlin le 19 juillet 1940. Bien qu'il ait semblé similaire aux autres bâtons de 1940, sa différence résidait dans sa valeur intrinsèque, puisqu'il incorporait des matériaux exceptionnels, en plus des matériaux précieux habituels. Le manche était en ivoire d'éléphant blanc et non en métal recouvert de velours. Les extrémités incorporaient du platine dans la bande d'inscription et plus de 600 petits diamants. Le bâton fut fabriqué pour une valeur équivalente aujourd'hui à environ 150 000 €, une petite fortune. Il est probablement l'un des objets les plus convoités par les grands collectionneurs de souvenirs nazis, car il s'agit d'un objet unique et irremplaçable. Toutefois, il fut confisqué par les Alliés et il est actuellement conservé et exposé au musée de West Point de l'armée des États-Unis à Highland Falls, dans l'État de New York. L'OA bleu, l'histoire derrière la légendaire voiture de Göring qui a survécu jusqu'à nos jours. En 1936, Mercedes-Benz présenta le modèle spécial 540K, appelé 540K, une voiture grand tourisme très luxueuse basée sur un châssis à empattement plus court de 2980 mm et dotée d'une carrosserie soigneusement élaborée puisqu'elle devait être utilisée principalement par les élites du Parti national-socialiste. Son prix était assez élevé, à 28 000 marks allemands, ce qui était lié à son excellente fabrication autant qu'à sa rareté, car seuls 32 exemplaires de cette voiture de luxe furent produits. En 1937, le maréchal du Reich Hermann Göring commanda un 540 CAS dans sa couleur préférée, une teinte de cobalt très sobre connue sous le nom de bleu de la Luftwaffe, car c'était la couleur d'identification de la force aérienne allemande. La plupart des 540 000 de l'époque étaient noirs, verts ou rouges, si bien que la voiture voyante de Göring reçut immédiatement un surnom « Loi bleue », car elle était très élégante et possédait un capot très allongé, comme le cou de l'animal. Göring fut souvent photographié dans cette voiture qui arborait les armoiries de sa famille peintes sur les portières, ainsi que des plaques dorées à divers endroits, comme dans la boîte à gants. Certains affirment que Göring ne paya pas lui-même pour Loi bleue, mais que la voiture lui fut offerte par Hitler,
selon une plaque dorée fixée sur la porte de la boîte à gants. La voiture disposait de tout le confort de l'époque, avec des vitres pare-balles, des flancs également blindés et une carrosserie renforcée, au point qu'on disait qu'elle pouvait résister à l'explosion d'une bombe. Cependant, un problème inattendu survint lors de la livraison. Göring ne rentrait pas dans la voiture. Le maréchal du Reich souffrait d'une grave dépendance à la morphine et d'obésité morbide, si bien que la 540K dut être renvoyée chez Mercedes. Et la compagnie redessina les sièges en retirant une partie du rembourrage afin de permettre au corpulent Reichsmarschall de s'asseoir derrière le volant. Malgré toutes ces décorations, Göring ne consacra pas la majeure partie de son temps à établir une stratégie efficace pour gagner la guerre aérienne contre la Grande-Bretagne, mais passa la majorité de son temps à confisquer des œuvres d'art volées et d'autres richesses, en plus de s'adonner aux vices de la morphine, ce qui entraîna le mépris persistant de ses subordonnés qui le surnommaient « gros bâtard ». Quoi qu'il en soit, bien qu'il ne manquât pas d'artefacts, d'œuvres d'art et d'autres caprices luxueux parmi toutes ses possessions, la Mercedes 540K était sa favorite, et il existe de nombreuses photographies de lui aux côtés du véhicule. À mesure que la guerre touchait à sa fin, les soldats de la 101e division aéroportée, de la 3e division d'infanterie de l'armée américaine et de la 2e division de l'armée française parlaient de la découverte de la célèbre oie bleue comme d'un prix de guerre, bien qu'ils sachent que les règles officielles stipulaient qu'un simple soldat ne pouvait jamais s'approprier un butin de guerre aussi important qu'une voiture de luxe valant plus de 20 000 $ de l'époque. Cela dit, la simple découverte de la voiture était une récompense suffisante pour les soldats, car la belle voiture était un symbole de la puissante industrie allemande. Une fois que les Alliés atteignirent la base nazie de Berchtesgaden, près de la frontière autrichienne, les soldats découvrirent que le vaste complexe où Hitler, Göring, le secrétaire Martin Bormann et d'autres nazis importants possédaient des villas privées avait été largement bombardé par les Britanniques quelques jours plus tôt. Ainsi, au lieu de chercher l'oie bleue dans des garages détruits par les bombes, les soldats se mirent à piller les caves à vin et les placards à alcool de la maison d'Hitler au Berghof ainsi que ceux des autres dirigeants nazis. Après tout, ce butin de guerre-là, ils pouvaient en profiter eux-mêmes, et ils ne seraient pas confisqués par leurs supérieurs. Les Alliés, dont la plupart avaient survécu à la boucherie de la bataille des Ardennes, se saoulèrent jusqu'à l'os, et certaines estimations ultérieures affirment qu'ils burent pour près d'1 million de dollars en un seul week-end. Au cours d'une de leurs expéditions motivées par l'alcool, les soldats tombèrent par hasard sur un bâtiment qui n'avait pas été complètement détruit et découvrirent un garage à l'intérieur duquel se trouvait la légendaire oie bleue. L'un des soldats tira sur le pare-brise de la voiture, pensant, sous l'effet de l'alcool, que cela pourrait désactiver un piège explosif invisible. Cependant, rien n'explosa. Les soldats avaient raison, aucun d'eux ne finit par acquérir la luxueuse voiture. Une fois confisquée, elle fut utilisée comme véhicule d'état-major. Le major général Maxwell Taylor l'utilisa comme véhicule de commandement en Allemagne de l'Ouest, jusqu'à ce qu'elle soit remise au Trésor américain et envoyée en Amérique du Nord. À son arrivée à Washington D.C., elle effectua une tournée de la victoire, où elle fut présentée à travers tout le pays comme butin de guerre. Puis, en 1956, elle fut vendue aux enchères par l'armée américaine au terrain d'essai d'Aberdeen, dans le Maryland, et achetée par Jacques Tunick de Greenwich, Connecticut, qui la paya 2 167 $ de l'époque. Une vraie bonne affaire si l'on considère qu'en Allemagne, la voiture coûtait 6 ou 7 fois plus. En 1958, Tunick vendit la voiture à la collection privée du vétérinaire Dr. George Bitgood Jr., qui décida de la peindre en noir et de restaurer les parties chromées visibles. Bitgood décida de conserver l'oie bleue en privé et ne l'exposa qu'une seule fois, à la foire du comté de Durham, Connecticut, en 1973. Après la mort du vétérinaire, ses héritiers reçurent la voiture, qui fut exposée en juin 2002 lors de la 101e réunion des forces aériennes à Fort Campbell, Kentucky. Par la suite, la famille Bitgood vendit la voiture à Carnlaw International Limited de Guernesey, ses propriétaires actuels, avec l'accord qu'elle serait restaurée dans son état d'origine, telle qu'elle avait été retrouvée à Berchtesgaden, et repeinte dans le bleu de la Luftwaffe, iconique, qui avait donné naissance à la légende de l'oie bleue. Souvenir de la haine que sont devenues les médailles et les distinctions de Hermann Göring.
Hermann Göring entra dans l'armée impériale allemande en 1912 et, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il fut transféré à l'aviation, où il se distingua rapidement comme pilote de chasse. À mesure qu'il accumulait les victoires sur le front occidental, sa réputation grandissait parmi ses camarades et ses supérieurs. Pour son courage dans les airs, il reçut la Croix de fer de 2e classe et, peu après, la Croix de fer de 1re classe. Ces décorations, qui symbolisaient l'héroïsme individuel et la loyauté envers l'Empire, n'étaient remises qu'à ceux qui faisaient preuve de mérites exceptionnels au combat. Göring ne tarda pas à recevoir d'autres distinctions, telles que la médaille du mérite militaire de Bavière et l'ordre du mérite militaire de la même région. En 1918, après la mort du légendaire Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, Göring fut nommé commandant du Jasta 11, l'escadron le plus prestigieux de l'aviation allemande. Il fut également décoré du Pour le Mérite, la plus haute distinction militaire de l'Empire allemand. Cette croix bleue, suspendue à un ruban autour du cou, était décernée personnellement par le Kaiser. La version remise à Göring portait son nom gravé au verso, comme c'était la coutume dans les dernières attributions. Il est important de souligner qu'à cette époque, avoir reçu le Pour le Mérite, également connu sous le nom de Blue Max, en raison de sa couleur bleue, impliquait l'obligation de le porter en permanence en public. Bien qu'elle existât depuis 1740, cette décoration devint célèbre à l'international durant la Première Guerre mondiale, car même si elle pouvait être remise à tout officier militaire, ses récipiendaires les plus célèbres furent les pilotes de chasse, les premiers as de l'histoire, ce qui augmenta considérablement la valeur symbolique de la médaille pour le mérite. Dans la guerre aérienne, un pilote de chasse était initialement nommé pour la récompense après avoir abattu 8 avions ennemis. Lars Max Himmelmann fut le premier pilote à recevoir cette décoration, après quoi le Blue Max devint connu et convoité parmi les autres pilotes. Cette décoration devint si importante que le nombre d'avions à abattre pour y prétendre augmenta constamment au fil de la guerre, jusqu'à exiger 20 avions ennemis abattus vers la fin du conflit, un véritable exploit. Quoi qu'il en soit, la décoration ne perdit jamais son caractère élitiste et aristocratique. Un tiers des décorés pendant la Première Guerre mondiale étaient des généraux ou des amiraux. Göring reçut la distinction en 1918 pour avoir abattu 20 ennemis et termina la guerre avec 22 victoires aériennes à son actif. À la fin de la guerre, Göring conserva ces décorations comme symbole personnel de prestige. Certaines d'entre elles, comme le Pour le Mérite, étaient imprégnées d'une aura presque sacrée dans les cercles nationalistes de l'Allemagne vaincue. Avec l'arrivée du nazisme au pouvoir en 1933, Göring devint l'une des figures les plus puissantes du régime. Fondateur de la Gestapo, commandant suprême de la Luftwaffe et désigné comme successeur d'Hitler, son uniforme commença à se remplir de nouvelles médailles, soigneusement conçues pour représenter la gloire supposée du Reich renaissant. Parmi les premières dans sa collection se trouvait la Croix de sang, une distinction créée pour ceux qui avaient participé au putsch manqué de 1923. Göring, blessé par balle lors de cet événement, fut l'un des premiers à la recevoir. Plus tard, il fut décoré de l'insigne d'or du parti nazi, réservé aux membres vétérans avec des mérites idéologiques et politiques importants. Pendant les années d'expansion territoriale, Göring reçut également la médaille des Sudètes et la médaille de l'Anschluss, symbole de l'annexion pacifique, bien que par la suite violente, de territoires à l'Allemagne nazie. À mesure que son pouvoir se consolidait, les décorations commencèrent à refléter non seulement des exploits militaires, mais aussi son rôle central dans la machine du régime. En tant que commandant de la Luftwaffe, il reçut la Croix du Mérite militaire avec glaives et diamants, une distinction créée par le régime lui-même. Il reçut également la Grand Croix de la Croix de fer, une variante extrêmement rare et symbolique. 2 personnes seulement la reçurent sous le Troisième Reich, Hitler et lui. L'uniforme de Göring, fait sur mesure et dans différentes nuances de bleu, était une vitrine ambulante d'honneur. Ses médailles s'étendaient en plusieurs rangées sur sa poitrine et sa ceinture, surmontées de croix miniatures suspendues à son cou. Plus qu'une reconnaissance militaire, les décorations étaient devenues une mise en scène de sa vanité et de sa position quasi princière au sein de l'État nazi.
Avec l'effondrement du Troisième Reich en 1945, le sort des possessions personnelles de ces dignitaires devint une histoire de dispersion, de pillage et de dissimulation. Lorsque Göring fut capturé par les forces américaines en mai 1945, il ne portait qu'une petite sélection de décorations. La plupart de ses trésors, dont des uniformes, des épées cérémonielles, des bâtons de commandement et de nombreuses médailles, avaient été envoyés auparavant en lieu sûr ou cachés dans des propriétés privées. Pendant sa détention à Nuremberg, Göring réussit à conserver quelques médailles, bien qu'il ait été privé du droit de les porter en public. Les images du procès le montrent sans ses uniformes ostentatoires, mais essayant encore d'imposer sa présence par son maintien. Finalement, il mourut dans la nuit du 15 octobre 1946 avant d'être exécuté. Beaucoup de ses décorations originales, notamment celles qu'il possédait à Nuremberg, furent confisquées par l'armée américaine. Pendant les interrogatoires et son séjour au quartier général allié, certaines de ces médailles furent cataloguées, photographiées et envoyées dans des collections militaires officielles, comme celle du musée de l'armée à West Point ou celle du musée de la Royal Air Force à Londres, bien qu'il ait été signalé que certaines des médailles exposées pourraient être des répliques fidèles. D'autres disparurent simplement, victimes du pillage ou du marché noir d'objets nazis qui prospéra après la guerre. Il est établi que plusieurs de ces médailles, les plus précieuses, y compris son pour le mérite, furent vues pour la dernière fois entre les mains d'officiers américains qui les emportèrent comme souvenirs ou petits butins de guerre. Des années plus tard, certaines réapparurent dans des ventes aux enchères privées, bien que leur authenticité soit contestée par des experts. L'absence de documentation officielle et la prolifération de répliques compliquent leur traçabilité exacte. Une partie des archives personnelles de Göring, incluant des photographies où il arborait ses médailles, fut récupérée et classée par les Alliés. Dans ces images, conservées dans des archives historiques, on peut voir en détail les ensembles d'insignes qu'il utilisait selon les occasions, cérémonies, campagnes militaires ou fonctions diplomatiques. Dans les décennies suivantes, certains objets attribués à sa propriété furent mis aux enchères dans des maisons comme Hermann Historica en Allemagne ou sur Internet après les années 1990, bien que des preuves irréfutables d'authenticité aient rarement été présentées. Un exemple notable est la réplique du « pour le mérite » qui aurait prétendument appartenu à Göring et qui apparut dans une collection privée en Suisse dans les années 90. Cependant, sa provenance ne fut jamais confirmée, et de nombreux experts pensent que les objets authentiques furent détruits, enterrés ou confisqués par des agents soviétiques sans aucune documentation. La Grand Croix de la Croix de Fer, en raison de sa rareté, a fait l'objet de vifs débats. Diverses sources suggèrent que la médaille a été volée ou détruite, bien qu'une théorie affirme qu'elle a été emportée aux États-Unis avec d'autres objets confisqués appartenant au Reichsmarschall. Toutefois, aucun musée n'a confirmé sa possession. Le gouvernement allemand actuel interdit l'exposition publique des décorations nazies portant des symboles du Troisième Reich, ce qui complique leur présentation et leur enregistrement. Dans les musées militaires, comme le Deutsches Historisches Museum à Berlin ou l'Imperial War Museum à Londres, des décorations similaires sont présentées, mais aucune n'a été officiellement identifiée comme ayant appartenu à Göring. Son uniforme cérémoniel, chargé de médailles et conçu pour les apparitions au Reichstag, fut capturé par des soldats américains et plus tard transféré à Fort Meade, dans le Maryland. Il y est conservé, sans exposition permanente, en tant que pièce des archives historiques militaires du gouvernement des États-Unis. Le chemin de fer le plus cher du Reich, le fastueux Sonderzug asien de Göring. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe et figure éminente du Troisième Reich, disposait d'un train spécial connu sous le nom de Sonderzug, asien. Ce convoi ne servait pas seulement de moyen de transport, mais aussi de quartier général mobile et de symbole de son statut au sein du régime nazi. En fait, tous les nazis de haut rang possédaient leur propre train, appelé Sonderzugs, c'est-à-dire trains spéciaux, le plus connu étant celui utilisé par Hitler, le Führersonderzug. Cependant, la différence avec le train de Göring par rapport à ceux des autres hauts fonctionnaires du Parti national-socialiste est qu'une grande partie de son train spécial a pu être conservée. Le nom de code asien
qui désignait le train de Göring, fut utilisé du 1er septembre 1939 jusqu'au 31 janvier 1943. Par la suite, à partir du 1er février 1943, le train fut renommé Pommern 1, tandis qu'un train auxiliaire destiné au personnel et aux véhicules reçut le nom de Pommern 2. Le Sonderzug asien se composait d'environ 15 wagons, bien que sa configuration exacte variait selon les besoins. Parmi les éléments les plus remarquables figuraient des wagons de défense antiaérienne ou Flakwagen placés à chaque extrémité du train, équipés de canons antiaériens pour la protection, à la fois contre les petits avions et contre les bombardiers. Il y avait également les wagons générateurs qui fournissaient de l'électricité au train lorsqu'il était à l'arrêt, assurant ainsi le fonctionnement des systèmes essentiels. Ensuite, on trouvait les wagons salons et les wagons-lits, comprenant le salon principal de Göring, les dortoirs pour le personnel et les espaces de repos. Le wagon-restaurant ou Salonspeiswagen était très luxueux et conçu avec 2 salles à manger et cuisine, décoré avec des bois nobles et équipé d'appareils électroménagers modernes pour l'époque. Bien sûr, étant l'un des généraux les plus importants du Reich, le Sonderzug asien comprenait un wagon de conférence, servant également de centre de commandement mobile et normalement utilisé pour des réunions stratégiques et la planification militaire. Il comprenait des instruments tels que des radios, des cartes et d'autres outils de communication et de planification militaire. Enfin, le train disposait aussi d'un wagon de bain, d'un wagon de presse et d'autres espaces fonctionnels, reflétant l'importance de la mobilité et du confort pour les opérations de haut niveau du Troisième Reich. Le Sonderzug asien servait à de multiples fins, la principale étant d'agir comme quartier général mobile pendant les moments les plus difficiles de la guerre, permettant à Göring de superviser les opérations militaires et de prendre des décisions stratégiques tout en se déplaçant dans les territoires occupés. Comme mentionné précédemment, Göring avait un amour profond pour l'opulence, le luxe et l'art, c'est pourquoi son train servait aussi au transport d'œuvres d'art pillées. Le Sonderzug fut utilisé pour transporter des œuvres d'art et des objets de valeur confisqués en Europe occupée, ainsi que d'autres biens tels que des pièces de monnaie, des lingots d'or et d'argent. Finalement, Hitler décida d'instaurer ces trains spéciaux comme symbole de pouvoir. L'opulence du train reflétait le statut de Göring au sein du régime nazi, servant d'extension à son image publique. Le train effectuait des trajets fréquents entre Berlin et le quartier général de Göring, connu sous le nom de Jägerhof, situé près de Rastenburg, en Prusse orientale. Il fut également utilisé pour des visites au front de bataille et d'autres missions officielles. Avec l'effondrement du Troisième Reich en 1945, le sort du Sonderzug asien devint incertain. Certains de ces wagons furent capturés par les forces alliées, tandis que d'autres furent réutilisés ou démantelés au cours des années qui suivirent la guerre. L'un des wagons de défense antiaérienne fut identifié à Dölitsch, en Saxe, et transformé plus tard en wagon sanitaire pour le train de l'État de la République démocratique allemande dans les années 1970. Malgré les efforts pour retracer et préserver certaines parties du train, une grande partie de sa structure d'origine a été perdue ou reste introuvable. Néanmoins, le Sonderzug asien demeure un témoignage de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire par le régime nazi à des fins militaires, logistiques et de propagande. L'artisanat du mal, les armes gravées et coûteuses de Heinrich Himmler, les objets récupérés de la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux ayant appartenu ou étant étroitement liés aux dignitaires nazis, sont souvent des objets de culte pour certains passionnés d'histoire et collectionneurs liés aux idéologies fascistes. Et parmi les objets les plus convoités, on trouve les curieux pistolets de Heinrich Himmler. Ce n'étaient pas des pistolets qu'il utilisait personnellement, car la plupart des nazis, surtout à la fin de la guerre, utilisaient les armes qu'ils avaient à disposition, mais plutôt des pistolets créés comme récompense ou cadeaux spéciaux pour certains officiers SS distingués. Avant d'aborder les modèles, pour ainsi dire, de production plus large, parlons d'une arme de style cérémoniel très particulière, ayant appartenu à Adolf Hitler. Pour son 50e anniversaire, en 1939, Adolf Hitler reçut un pistolet Walter PP de 7,65 mm des mains de Karl Walter, le célèbre armurier allemand. Toutefois, il ne s'agissait pas d'un Walter ordinaire, mais d'un modèle en or richement orné, gravé et décoré de façon exquise.
Sur les plaquettes d'ivoire blanc de la crosse figurait l'inscription AH. La gravure de l'arme, entièrement réalisée à la main, indique qu'elle provenait directement de Walter, qui l'offrit personnellement au Führer car ce dernier avait équipé une grande partie de son armée de pistolets semi-automatiques Walter P38 pour remplacer le Luger P08, soutenant ainsi fortement l'industrie de l'armurier. Aujourd'hui, on estime que ce pistolet en or pourrait atteindre une valeur proche du million de dollars. L'arme aurait été découverte par le lieutenant de l'armée américaine Ira Palm dans l'ancien appartement de Hitler à Munich à la fin avril 1945. Cependant, dans les années 1980, elle fut vendue à un collectionneur privé pour la somme de 114 000 $ de l'époque. En entrant dans le domaine des pistolets liés au Reichsführer SS, nous devons d'abord mentionner le célèbre Sauer 38H signé par Heinrich Himmler. Ces pistolets de tir ont été produits durant les dernières années du nazisme, avant que les efforts de guerre ne contraignent à une réduction des opérations d'armement. Connu des collectionneurs sous le nom de modèle 38 HJP Sauer & Son Heinrich Himmler, c'est un pistolet extrêmement rare, utilisé dans des concours de tir. Il est supposé que ces pistolets étaient offerts aux tireurs d'élite allemands ayant atteint 100 victimes confirmées, un peu comme une version plus brutale de la médaille pour le mérite. Bien qu'on pense qu'une centaine de ces pistolets aient été fabriqués, seuls 5 exemplaires sont connus, dont un fut capturé dans la maison de Hitler à Berchtesgaden, qu'il aurait reçu comme cadeau de la part du chef des SS. Certains modèles récupérés furent mis aux enchères, et les dernières ventes publiques ont dépassé les 80 000 $. Concernant ses caractéristiques techniques, ce modèle 38 exclusif présente une finition bleu brillant avec une inscription de présentation sur le côté gauche de la culasse. Le côté gauche de la culasse porte l'inscription Dem Scharfschützen, suivie d'un fac-similé gravé de la signature H. Himmler, indiquant que chaque arme représentait la faveur du Reichsführer SS. Le côté droit de la culasse porte la légende de fabrication standard en 2 lignes de la production tardive. JP Sauer & Son Sul Cal 7,65, qui se trouve à l'opposé de celle des pistolets de production standard. La culasse est numérotée en interne et correspond au numéro du cadre. Le pistolet est équipé de plaquettes en plastique noir quadrillées avec le monogramme Sauer dans un cercle sur la poignée gauche. Bien qu'il semble, à première vue, être un petit pistolet ordinaire, la signature gravée de Himmler et les légères différences avec les modèles courants du Sauer 38 font de cette arme l'un des objets les plus convoités par les tireurs et les collectionneurs. Et aujourd'hui, des milliers de répliques sont vendues sur Internet. Cependant, le Sauer 38 n'était pas le pistolet le plus exclusif portant la signature de Himmler. Ce titre revient au Walter PP H. Himmler, un pistolet gravé et travaillé à la main, destiné à être porté comme décoration ou lors de cérémonies par des personnages importants du nazisme ou des officiers SS éminents. Ces armes ont varié au fil des années, certaines ayant un travail similaire à celui du célèbre pistolet en or de Hitler, tandis que d'autres étaient gravées d'un côté avec des inscriptions de l'autre, accompagnées de détails et décorations variables. Quoi qu'il en soit, et en tenant compte des modèles récupérés ou capturés après la guerre, on peut affirmer que ces pistolets sont en soi de véritables chefs-d'œuvre de gravure Walter, et tous portent le fac-similé gravé de la signature H. Himmler. La plupart des modèles retrouvés présentent 98% de leur surface métallique entièrement gravée dans le style germanique profond et traditionnel de feuilles de chêne et gland gravées au burin avec des motifs géométriques et des bordures à motifs croisés sur la chambre du canon. La seule section lisse est la courbe supérieure de la sangle avant de la poignée. Le côté droit du cadre, de la culasse et du canon porte l'épreuve de tir commercial traditionnelle de l'époque nazie Aigle N. L'arme est équipée d'un jeu de plaquettes présentant une belle couleur brun moyen vieilli avec un superbe veinage. La poignée supérieure gauche arbore un petit insigne SS émaillé noir incrusté dans le panneau et la zone inférieure comporte une plaque rectangulaire dorée avec la signature et l'inscription H. Himmler. La poignée droite présente également un petit emblème doré d'aigle nazi aux ailes déployées. Évidemment, il est aujourd'hui très difficile de trouver des versions originales de ces armes et la grande majorité sont des répliques de différents niveaux d'artisanat ou de qualité.
Les rares exemplaires originaux ont été vendus à des collectionneurs privés pour des dizaines de milliers de dollars et sont parfois présentés dans des musées ou des expositions d'armes historiques. La grande Mercedes de Himmler, la limousine blindée utilisée par le chef des SS. Entre 1930 et 1943, Mercedes-Benz produisit le modèle 770, connu sous le nom de Grande Mercedes, une limousine de luxe destinée aux chefs d'État, monarques et hauts fonctionnaires. Son design imposant et sa technologie avancée en firent un symbole de pouvoir et de prestige. La première série, désignée W07, fut introduite en 1930 et était dotée d'un moteur 8 cylindres en ligne de 7,7 litres, capable de produire 150 chevaux sans suralimentation et jusqu'à 200 avec un compresseur de type Roots. Ce modèle atteignait des vitesses allant jusqu'à 160 km/h. La deuxième série, W150, lancée en 1938, présentait des améliorations au niveau du châssis, de la suspension et du blindage, s'adaptant aux besoins croissants en matière de sécurité de l'époque. Ces limousines étaient utilisées par des figures telles qu'Adolf Hitler, Hermann Göring et Heinrich Himmler, ainsi que par des dirigeants étrangers alliés au Troisième Reich. La Mercedes-Benz 770K se distinguait par son ingénierie avancée et ses mesures de sécurité exceptionnelles pour son époque. Le modèle W150 intégrait un moteur 8 cylindres en ligne de 7,7 litres avec un compresseur, produisant environ 230 chevaux. Malgré son poids, qui pouvait dépasser 4,5 tonnes en raison du blindage, il atteignait des vitesses allant jusqu'à 170 km/h, bien qu'il fût recommandé de la limiter à 80 km/h pour préserver les pneus. Le blindage comprenait de l'acier de 18 mm pour la carrosserie, des vitres pare-balles allant jusqu'à 40 mm d'épaisseur et un plancher renforcé pour résister aux mines. Il était également équipé d'un panneau d'acier rétractable derrière le siège arrière pour protéger les occupants des attaques par l'arrière. Le système de chauffage dirigeait de l'air chaud à travers des conduits vers le pare-brise pour éviter la buée. L'un des exemplaires les plus notables du 770K fut attribué à Heinrich Himmler, chef des SS. Ce véhicule, livré en 1943 à la chancellerie du Reich, présentait toutes les caractéristiques de blindage mentionnées précédemment. Il incorporait également un système de verrouillage centralisé et des mesures de sécurité supplémentaires. L'automobile fut utilisée par Himmler dans diverses fonctions officielles et resta en service jusqu'à la fin de la guerre. À la fin du conflit, elle fut abandonnée à Obersalzberg, puis récupérée par les forces alliées. Après la chute du Troisième Reich, de nombreuses Mercedes-Benz 770K utilisées par des hauts fonctionnaires furent capturées par les forces alliées. Certaines furent utilisées par les armées victorieuses, tandis que d'autres passèrent entre les mains de collectionneurs privés ou de musées. Le véhicule de Himmler fut récupéré et conservé, et il est exposé au musée de Sinsheim, dans le cadre d'une collection de voitures anciennes ou ayant une importance historique. Il s'agit d'une pièce historique qui offre une vision tangible du pouvoir et de l'opulence du régime nazi. Sa conservation permet d'étudier et de réfléchir sur une période sombre de l'histoire, rappelant l'importance de la mémoire et de l'éducation pour éviter la répétition de tels événements. Le casque le plus cher du monde, pourquoi a-t-il une valeur si élevée ? Pendant la Première Guerre mondiale, les taux élevés de blessures à la tête ont conduit l'armée impériale allemande à remplacer le traditionnel casque à pointe en cuir, le Pickelhaube, par un casque en acier plus efficace. Le résultat fut le Stahlhelm M 1916, conçu par le docteur Friedrich Schwerd de l'Institut technique de Hanovre. Inspiré du Helm médiéval, il offrait une protection supérieure pour la tête et la nuque. Son introduction lors de la bataille de Verdun en 1916 marqua une diminution significative des blessures crâniennes chez les troupes allemandes. Avec l'ascension du Troisième Reich, le Stahlhelm fut redessiné pour s'adapter aux besoins modernes. En 1935, le modèle M35 fut introduit, fabriqué en acier au chrome-nickel, avec une forme plus arrondie et sans les oreillettes proéminentes du modèle précédent. Par la suite, les modèles M40 et M42 incorporèrent des modifications pour faciliter la production de masse, comme l'élimination de certains rivets et la simplification du design. Ces casques étaient produits en plusieurs tailles, avec des poids variant entre 810 et 1230 grammes,
selon la taille. Le M35 comportait des rivets aux orifices de ventilation, tandis que le M40 les remplaçait par des estampages en relief afin de réduire les coûts et d'améliorer la sécurité. Le M42 éliminait le bord roulé, laissant le bord brut, ce qui simplifiait encore davantage la production. Le Stahlhelm offrait une protection supérieure contre les éclats et les fragments par rapport aux autres casques de l'époque. Cependant, il présentait certains inconvénients. Les orifices de ventilation pouvaient laisser entrer l'air froid en hiver et sa conception entravait souvent l'audition, créant entre autres un effet d'écho en parlant. De plus, le poids du casque pouvait devenir inconfortable lors de longues périodes d'utilisation. Malgré ses défauts, le Stahlhelm devint un symbole du soldat allemand, représentant la discipline et la puissance de l'armée du Troisième Reich. La Schutzstaffel, sous la direction de Heinrich Himmler, adopta le Stahlhelm comme partie intégrante de son uniforme, mais avec des modifications distinctives. Dans les premières années, les SS réutilisèrent des casques M16 de la Première Guerre mondiale, repeints en noir et ornés d'insignes spécifiques comme les runes SS et la Totenkopf ou tête de mort, des symboles évoquant à la fois le mysticisme germanique et une image de mort et de pouvoir. Ces insignes servaient non seulement à identifier les unités, mais renforçaient aussi l'idéologie des SS comme un ordre élitiste et redouté. La Totenkopf, en particulier, avait des racines dans les unités militaires prussiennes et fut réinterprétée par les SS pour symboliser leur lien avec un supposé héritage guerrier ancestral. Cependant, après la guerre, certains historiens apocryphes ont inventé le terme de « casque de Himmler », utilisé pour décrire certains casques directement associés à Heinrich Himmler ou à des unités SS sous son commandement. Toutefois, il n'existe aucune preuve concluante qu'Himmler possédait un modèle de casque personnalisé. Néanmoins, les passionnés d'histoire militaire continuent d'utiliser ce terme pour désigner des casques SS standards qui, en raison de leur association avec Himmler et les unités d'élite, ont acquis une aura particulière ou ont simplement été ornés de symboles liés à la Schutzstaffel. Il existe également de fausses répliques qui se sont popularisées sur Internet, montrant des casques avec des insignes apocryphes, des croix ou des décorations métalliques qui n'étaient pas réellement utilisées à l'époque. Les casques originaux, souvent des modèles M35 ou M40, pouvaient au bien présenter les caractéristiques distinctives des SS, comme les décalcomanies avec les runes et la tête de mort, et étaient utilisés par des unités telles que la Leibstandart SS Adolf Hitler et les SS Totenkopf-Verband, responsables de l'administration des camps de concentration. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux casques allemands furent réutilisés par d'autres pays ou tombèrent entre les mains de collectionneurs. Les casques SS, en raison de leur rareté et de leurs connotations historiques, devinrent des objets de grande valeur sur le marché des antiquités militaires. Toutefois, leur exposition et leur vente sont réglementées dans plusieurs pays en raison des lois interdisant la promotion des symboles nazis. En fait, on pense que l'un de ces casques pourrait être le plus cher du monde, celui ayant appartenu au Reichsführer des SS, Heinrich Himmler lui-même. Après la capture de Himmler, les forces américaines pénétrèrent dans sa villa, un grand manoir situé au bord du lac Tegernsee qui avait été reconverti en petit quartier général avec des murs et un toit renforcé pour résister aux bombardements. Lorsque les Alliés pénétrèrent dans la maison du Reichsführer, ils ne trouvèrent pas sa famille, déjà en fuite, mais les lieux étaient remplis d'objets personnels du dignitaire nazi, ainsi que d'autres objets de valeur, tels que des œuvres d'art, des armes, de l'or et des boissons extrêmement coûteuses. La grande majorité des objets personnels de Himmler fut détruite, bien que certains soldats aient réussi à récupérer des médailles, armes de poing, photographies, insignes et autres objets souvenirs qui, dans la plupart des cas, furent confisqués par les autorités ou vendus illégalement après la guerre. L'un de ces cas fut celui du caporal Raymond W. Dicard, un soldat américain ayant participé aux fouilles et revenu aux États-Unis avec un souvenir très particulier, l'un des célèbres casques noirs des SS. Mais celui-ci avait une grande différence avec tous les autres modèles capturés. À l'intérieur était gravé le nom du Reichsführer des SS Heinrich Himmler lui-même, indiquant qu'il s'agissait de son casque personnel qu'il avait utilisé au début de 1945, la guerre, jusqu'à l'année 1940. Après la mort de Dicard,
Son fils fit don du casque au musée du patrimoine juif de New York, où il est encore aujourd'hui exposé. Et bien qu'il n'ait jamais été mis aux enchères, donc sans prix de vente spécifique attaché à cet objet curieux, il est considéré comme le casque le plus cher du monde. Cela s'explique par le fait qu'un casque similaire, ayant appartenu à un officier SS de rang bien inférieur, s'est vendu à 6 500 $ lors d'une vente aux enchères à New York en 2022, ce qui est déjà un prix impressionnant pour un casque. Mais ce n'est qu'une fraction de ce que pourrait valoir le casque de Himmler, qui est estimé pouvoir multiplier ce montant par 10, dépassant même certains casques de collection du Moyen-Âge. Cependant, le musée de l'Holocauste n'a pas l'intention de le vendre, et probablement ne le fera jamais. De nos jours, ces casques sont étudiés non seulement comme des artefacts militaires, mais aussi comme des symboles d'une idéologie qui a semé la dévastation en Europe. Leur analyse offre un aperçu de la manière dont le design et la symbolique furent utilisés pour inspirer la peur et consolider le pouvoir pendant le régime nazi. Tout l'or du monde, le trésor perdu du fastueux ministre von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop fut l'une des figures les plus controversées du Troisième Reich. Bien qu'il ne soit pas issu de la noblesse allemande, il parvint à s'intégrer dans les hautes sphères du pouvoir nazi grâce à un mélange d'ambition, d'opportunisme et d'un talent inné pour naviguer entre diplomates et dirigeants autoritaires. Né en 1893 à Wesel en Prusse, Ribbentrop vécut une jeunesse errante, marquée par des séjours au Canada, au Royaume-Uni et en France. Dans les années 1920, il s'établit en Allemagne comme négociant en vin et réussit à amasser une fortune modeste, ce qui lui permit d'accéder à des cercles sociaux exclusifs. C'est dans cet environnement qu'il fit la connaissance d'Adolf Hitler. Séduit par son style raffiné, ses manières européennes et ses connexions internationales, Hitler l'intégra comme conseiller en politique étrangère. Ribbentrop gravit rapidement les échelons. En 1933, il fut nommé ambassadeur spécial du Troisième Reich, puis ambassadeur à Londres, où il tenta en vain de forger une alliance entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. En 1938, Hitler le nomma ministre des Affaires étrangères, un poste qu'il occupa jusqu'à l'effondrement du régime nazi en 1945. En tant que chancelier du Reich, Ribbentrop joua un rôle crucial dans les relations internationales du régime. Il fut l'architecte principal du pacte de non-agression germano-soviétique, également connu sous le nom de pacte Ribbentrop-Molotov, signé le 23 août 1939. Cet accord scella temporairement la paix entre deux ennemis idéologiques irréconciliables, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique de Staline. Sa clause secrète, qui divisait l'Europe de l'Est en zones d'influence, fut le déclencheur direct de l'invasion de la Pologne et du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ribbentrop participa également à la coordination diplomatique qui justifia l'occupation de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, et fut un fervent défenseur de l'expansion territoriale allemande sous le concept de Lebensraum. Cependant, au-delà de son rôle de ministre, Ribbentrop fut aussi un symbole du luxe effréné et du pillage systématique qui caractérisèrent de nombreux hauts dignitaires nazis. Pendant la guerre, il s'entoura d'un style de vie en contraste brutal avec la destruction et la souffrance du peuple européen. Il habitait une villa opulente à Berlin, décorée de meubles français du XVIIIe siècle, de tapis persans, de tapisseries de la Renaissance et d'une vaste collection d'œuvres d'art volées. Sa cave personnelle contenait plus de 400 bouteilles de vin haut de gamme, parmi lesquelles des exemplaires de Château Lafite et Château Margaux confisqués à des collections juives ou réquisitionnés en France pendant l'occupation. Ribbentrop fut l'un des principaux bénéficiaires du programme de pillage culturel orchestré par les nazis. À chaque signature de traité ou inauguration d'ambassade, il exigeait en cadeau diplomatique une pièce artistique de valeur, peu importe son origine. Les rapports d'après-guerre révèlent qu'une partie significative de sa richesse provenait du pillage direct de propriétés juives et de musées européens. Ce n'était pas uniquement une ambition économique, mais aussi une forme de validation personnelle. Ribbentrop, qui avait acheté son titre de noblesse en épousant Annelies Henkel, fille d'un magnat du Champagne, aspirait à la reconnaissance des élites aristocratiques européennes. Ces réceptions diplomatiques étaient des événements minutieusement chorégraphiés avec des invités étrangers, des orchestres, des verres en cristal et des mets exquis,
alors que dans les camps de concentration, la chute du Troisième Reich le rattrapa en mai 1945. Il fut capturé par les troupes britanniques et jugé devant le tribunal militaire international de Nuremberg. Durant le procès, Ribbentrop tenta de minimiser sa responsabilité, se présentant comme un simple bureaucrate obéissant aux ordres. Mais les preuves étaient accablantes. Il avait activement participé à la planification de guerres d'agression, à la mise en œuvre de politiques antisémites et au pillage culturel de l'Europe. Il fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le tribunal détermina que son rôle de ministre des Affaires étrangères fut essentiel pour consolider la domination nazie sur le continent. Des crimes systématiques contre l'humanité. Le 16 octobre 1946, il fut exécuté par pendaison. Ironiquement, l'homme qui, pendant des années, portait des toasts avec des coupes en argent au succès du Troisième Reich, fut le premier à être appelé à l'échafaud à Nuremberg. Il avait 53 ans. Après sa mort, une grande partie des objets qu'il avait collectionnés disparurent mystérieusement. Seule une fraction fut récupérée et rendue à leur propriétaire légitime. Le reste aurait été caché par ses collaborateurs ou vendu sur le marché noir de l'art, où certains chercheurs tentent encore aujourd'hui de retrouver sa trace. Aujourd'hui encore, on découvre lors de ventes aux enchères informelles de la vaisselle en argent, des coupes, des médailles et d'autres objets liés à ce diplomate fastueux. Cependant, en 1946, les Alliés découvrirent le véritable butin de von Ribbentrop dans un bâtiment qu'il avait loué illégalement. La petite villa Schloss Fuschl, qui était une réserve de chasse protégée, fut illégalement louée en 1939 au ministre des Affaires étrangères du Reich nazi. Près de la maison, Joachim von Ribbentrop cacha plusieurs kilos de pièces d'or qui furent retrouvées. 2 coffres en fer, contenant pour plus de 10 000 $ en pièces d'or, furent découverts après la guerre par un habitant de la région, et de nombreux chercheurs affirment qu'il est possible que d'autres trésors y aient été dissimulés. Dans les montagnes, dans la région connue sous le nom d'Oseerland, on sait que des milliards de dollars en trésors allemands de la Seconde Guerre mondiale furent cachés, dont une grande partie serait immergée dans les eaux glaciales des lacs de montagne. En 1946, des agents des services de renseignement américains découvrirent une page arrachée d'un livre de comptes nazis listant une seule cachette secrète, quelque part en Autriche, 166 millions de dollars en francs suisses, 299 millions de dollars américains, 31 milliards de dollars en or, 3 millions de dollars en diamants, 93 millions de dollars en collections de timbres et objets d'art et plus de 5 milliards de dollars en narcotiques, une série de trésors totalisant une valeur impressionnante de 37 milliards de dollars. Autant que l'on sache, ce trésor gigantesque n'a jamais été retrouvé. Pour cette raison, de nombreux chasseurs de trésors continuent de fouiller la région et toutes les zones liées au fastueux ministre von Ribbentrop. Jusqu'en l'an 2000, on continua de retrouver des décorations, des objets personnels de grande valeur et des costumes ou uniformes de gala utilisés par le diplomate, si bien que les historiens ne perdent pas l'espoir que ces caches secrètes soient un jour mises au jour.